Bonjour et bienvenue à la table ronde Nouvelles écritures, quelles opportunités pour les auteurs. Je m'appelle Camille Penn et je travaille au labo de l'édition où je suis responsable de la communication et de l'animation. Cette table ronde est organisée par l'Institut français en partenariat avec le labo de l'édition. Le labo de l'édition, c'est un espace qui est situé à Paris, au cœur du quartier latin, qui a été créé il y a 2 ans par la mairie de Paris pour soutenir l'innovation dans le secteur de l'édition. On organise des conférences, des ateliers sur les mutations de la chaîne du livre et les techniques de l'édition numérique. Nous avons également un programme d'incubation pour les entreprises innovantes du secteur de l'édition. Donc je mentionnais juste ça en introduction pour vous dire que vous êtes les bienvenus pour venir nous voir. On est un espace de réflexion sur le futur du livre qui, comme vous le savez, avec les possibilités d'enrichissement offertes par le numérique, hybride de plus en plus au point qu'il est difficile de tracer une frontière entre un livre augmenté, un web documentaire, une série transmédia ou un reportage multimédia. Et l'ensemble de ces œuvres numériques sont souvent désignées par l'expression « nouvelles écritures ». Que sont les nouvelles écritures? Je vous propose une définition. Ce sont de nouvelles narrations, une nouvelle grammaire propre aux médias numériques, qui sont Internet, les supports mobiles, les réseaux sociaux. Peu importe le genre, elles embrassent à la fois la fiction, le documentaire, le reportage. Et en plus d'apporter des ruptures dans le contenu de l'œuvre, les médias numériques apportent des ruptures dans la façon dont les œuvres culturelles, qu'il s'agisse d'un livre numérique ou d'un webdoc, sont reçues et partagées. Et pour les créateurs, il s'agit donc d'engager l'audience, d'expérimenter avec la narration, de construire des univers transmédia, de penser l'expérience de l'utilisateur et de multiplier les canaux de diffusion. L'Institut français a décidé cette année d'embrasser ces mutations de la création en lançant le Lab Émergence, qui est un laboratoire des nouvelles écritures pour accompagner les auteurs dans un travail de création numérique. Et il est organisé conjointement par la France et le Canada. Son organisation, je n'en dis pas plus, sera présentée d'ici quelques minutes, par Guillaume Duchemin, qui fait partie de la table ronde de l'Institut français. Cette table ronde peut donc être pensée comme une introduction au Lab Émergence. Elle réunit un auteur-réalisateur, des producteurs spécialistes des œuvres interactives et transmédia, et l'Institut français, avec comme objectif de réfléchir ensemble à la façon dont les auteurs peuvent être accompagnés dans l'élaboration de nouvelles formes d'écriture pour une diffusion numérique. Donc dans la première partie de cette table ronde, chacun des invités va présenter un projet, une initiative qui va vous montrer ce qu'on peut appeler les nouvelles écritures, un projet de webdoc, un projet de BD numérique. Ensuite, il y aura une discussion entre les intervenants et puis enfin, vous aurez le temps bien sûr de poser des questions. S'il y en a qui veulent tweeter, le hashtag général du Salon du Livre, vous le savez, c'est SDL 2014. Et puis, vous pouvez mentionner le compte de l'Institut français @IF Paris ou le compte du Labo de l'édition @Labo de l'édition. À travers les présentations et la discussion, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Comment s'élaborent les nouvelles écritures dans des allers-retours entre l'auteur, le producteur, le diffuseur? Comment le travail de création devient collectif avec les nouvelles écritures? Comment l'auteur doit-il s'entourer, se former? Et si on parle de nouvelles écritures, peut-on parler de nouveaux auteurs? Et puis, comment raconte-t-on une histoire pour le web en tenant compte de l'interactivité, du multimédia, des possibilités de partage? Donc, je vais maintenant présenter les invités et puis leur laisser la parole. Donc, ce sera d'abord Gilles Fressigné, qui est directeur du pôle web d'Arte, du pôle web d'Arte France, qui présentera des programmes de BD numérique. Ensuite, Vincent Ravalet, qui est auteur-réalisateur, qui présentera 0G et qui parlera de comment un auteur qui a fait ses armes dans l'écriture de fiction et le cinéma embrasse aujourd'hui toutes les possibilités de l'interactivité. Claire Leproust, qui est fondatrice de Fab Lab Channel et consultante CAPA, présentera Mission Braco pour montrer comment le numérique et les médias sociaux peuvent augmenter une série déjà existante. Margot Missika, à ma droite, qui est productrice chez Upian, présentera Alma et mentionnera d'autres projets. Et puis enfin, Guillaume Duchemin, de l'Institut français, responsable du département numérique, directeur du département numérique, vous présentera justement le Lab Émergence que j'ai mentionné en introduction. Donc je vais maintenant laisser la parole à Gilles Fressigné, qui va donc présenter Professeur Cyclope et Anne Frank au Pays des Mangas, 2 projets de BD numérique. Bonjour, merci. Très rapidement, une petite introduction sur ce que l'on propose nous au sein d'Arte, au sein du pôle web d'Arte. Je m'occupe du pôle web d'Arte France, dont l'une des missions est d'accompagner de façon originale et adaptée au web les programmes de l'antenne, donc dans la ligne éditoriale de la chaîne, qui est de susciter la création, de mettre en valeur les auteurs français, allemands évidemment, mais aussi plus largement les auteurs européens et la création européenne. Donc la façon dont nous réfléchissons nos projets, à la fois en ce qui concerne les accompagnements des programmes de l'antenne, mais aussi sur le volet de production web exclusive,
va dans le sens en fait, de mettre en valeur la création et de susciter une création spécifique au web, enfin, à l'Internet au sens large, au numérique au sens large. Et les différents projets que je vais évoquer aujourd'hui, je vais prendre deux exemples qui sont de la création numérique à partir d'œuvres de BD, mais nos projets vont au-delà. On propose, vous allez le voir après avec des projets développés par Margot ou par Vincent, des projets qui vont au-delà de la BD numérique. Je pensais qu'aujourd'hui c'était intéressant d'aller plus précisément sur ces projets. Donc on va présenter tout de suite Anne Frank avec une bande-annonce de ce projet qui est une BD interactive qui s'appelle Anne Frank au pays des mangas. Je vous laisse regarder la bande-annonce et puis je le développerai rapidement juste après. Lui, c'est le dessinateur, Vincent Bourgeot, vieux copain de mes années de fac. Là, c'est Marc Saint-Sauve, caméraman et photographe. Notre amitié est née dans l'ambiance tropicale d'un débarcadère à Macao. Ici, là, c'est moi, Alain Lefkovitch. Une fois de plus au Japon, avec la ferme intention d'y comprendre enfin quelque chose. Et pour le coup, j'arrive armé, du moins équipé. Dans une main, la mémoire universelle d'Hiroshima et d'Auschwitz. Dans l'autre, le journal d'Anne Frank, que tout le monde ici connaît. Je vais juste expliquer un petit peu en quoi ça consiste par-dessus la bande-annonce, puisqu'on n'entend pas très bien le son de l'auteur. L'objectif de cette BD interactive était de comprendre pourquoi et comment Anne Frank était un succès au Japon. En fait, c'est un best-seller, et comme tous les best-sellers, il a été adapté en manga. Et l'auteur de ce projet a essayé de voir à travers des rencontres avec des auteurs de BD, des auteurs, des historiens au Japon, essayer de comprendre comment Anne Frank était reçue au Japon. Et la façon dont nous avons essayé de le mettre en forme visuellement était d'être cohérent. Enfin, l'objectif, c'était d'être cohérent avec le sujet. Donc le sujet étant la littérature, la bande dessinée à travers les mangas, nous avons essayé de comprendre comment nous pouvions, à travers ce projet-là, le rendre accessible aux internautes de façon originale, innovante. Donc, si vous le voyez sur les images, il s'agit en fait d'une BD enrichie, dans laquelle les bulles peuvent bouger, évidemment, dans laquelle on peut insérer de la vidéo, et qui permet justement d'utiliser tous les moyens que propose le web, l'interactivité, pour enrichir une bande dessinée. Donc voilà un petit peu un premier projet qui nous permet de voir que proposer aux auteurs une vie sur le web va au-delà, en tout cas pour la BD, que de proposer finalement une version numérique ou une version PDF d'une BD. On utilise évidemment tous les axes de l'interactivité pour promouvoir, pour rendre accessible le projet, et surtout pour permettre à l'auteur, puisque c'est notre but, de tester des nouvelles façons d'écrire, de tester des nouveaux outils. Évidemment, c'est parfois compliqué puisque la technique est primordiale, mais on pense que c'est un terrain de jeu intéressant pour les auteurs, et notamment sur la bande dessinée. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec un autre projet qui s'appelle Professeur Cyclope, qui est également un projet de collectif de BD numérique, dans lequel on a essayé de proposer à des auteurs, alors à la fois un groupe constitué d'auteurs de BD, mais également un groupe ouvert à des nouveaux auteurs, une façon de s'exprimer originale sur le web, avec une BD numérique qui est mensuelle, donc chaque mois un nouveau numéro, et qui a aussi la spécificité d'être accessible sur tablette, sur ordinateur, mais en accès gratuit sur le site d'Arte pendant un mois, et ensuite en mode payant pour les autres numéros pour les mois suivants. Je vais laisser la bande-annonce dérouler. Là, si on va sur le site de Professeur Cyclope, on va se rendre compte que finalement, on a essayé d'aller au-delà de uniquement la mise en ligne d'une BD numérique sur le web. Si on clique sur Je découvre la BD, hop, est-ce qu'on peut juste aller sur la BD ?
Et là, on peut parcourir une BD au hasard. On va se rendre compte que finalement, la proposition va au-delà. Donc, il faut scroller vers le bas pour voir la suite de l'histoire. On se rend compte que les auteurs utilisent toutes les possibilités que propose le web pour enrichir leur BD. Il ne s'agit pas uniquement d'aligner les bulles les unes après les autres, mais d'utiliser d'autres types de ressources, d'autres types de créations, comme le turbo média, si vous connaissez un petit peu la BD sur le web, une façon animée de proposer de la BD. Et donc, Professeur Cyclope, c'est un exemple pour nous, un moyen pour nous de tester des nouvelles écritures, de tester des nouveaux auteurs aussi, de faire entrer dans le numérique par le biais de la BD des auteurs qui n'y seraient pas forcément allés initialement. Et c'est aussi pour nous un moyen de tester un modèle économique, comme je le disais tout à l'heure, avec le modèle gratuit-payant pour promouvoir aussi cette création. Donc là, c'était 2 exemples de BD numériques et d'enrichissement en fait d'une écriture à la base, la BD, par les moyens du web. Mais nous travaillons évidemment sur d'autres projets. Nous sommes assez connus au sein d'Arte pour développer de nombreux web documentaires. Margot va parler d'un des web documentaires prochainement. Nous développons aussi des fictions spécifiques au web et c'est un axe aussi intéressant pour les différents auteurs, à la fois de travailler avec les auteurs directement sur l'écriture de fiction transmédia, de fiction qui utilisent à la fois l'interactivité mais qui utilisent aussi la spécificité de chaque support, donc le téléphone, l'ordinateur, etc. Mais nous adaptons également des programmes, nous adaptons également des œuvres en format numérique. En ce moment, nous travaillons sur l'adaptation de différentes œuvres de BD en format court humoristique, par exemple. Donc les possibilités pour les auteurs sont assez grandes puisque au cœur de chacun de nos projets, au cœur de chacun des histoires que nous essayons de raconter ou en tout cas des projets que nous mettons en ligne, il y a d'abord une démarche d'auteur, un auteur qui se pose une question et qui essaie de la rendre concrète de façon originale et adaptée à nos supports. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On viendra sur la façon dont Arte travaille avec les auteurs lors de la discussion. Donc maintenant, je laisse la parole à Vincent Ravalec qui va présenter 0G. Alors, en préambule, moi je suis à la fois, j'ai plusieurs casquettes, je suis à la fois auteur littéraire et j'ai aussi de l'audiovisuel. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler 2 fois avec Arte, notamment une fois sur une fiction qui s'appelait Addict et récemment sur un web documentaire dont on va voir quelques images. Alors, en fait, on a une expérimentatrice qui va essayer de naviguer dedans, voir si elle arrive à s'en sortir. Ce web documentaire, en fait, a été inspiré par une expérience que j'ai faite. C'était une expérience en apesanteur. C'est l'expérience que font les cosmonautes pour tester l'apesanteur. Et ce qui était intéressant, c'est que on a essayé de se servir, en fait, de l'outil web pour essayer de recréer quelque chose qui n'était possible ni en littérature, ni en audiovisuel. Et donc pour moi, en fait, j'ai trouvé dans l'expression web une façon que je pense que j'aurais pas trouvé ailleurs. C'est-à-dire qu'on a recréé, quand vous faites l'expérience en apesanteur, en fait, l'avion fait une parabole, monte très haut dans le ciel et redescend, et vous avez quelques secondes d'apesanteur. C'est une expérience qui a été faite par très peu de monde. En fait, il y a environ quelques milliers de personnes qui l'ont fait dans le monde, et c'est réservé en fait à très peu de gens. Et là, l'idée, c'était de rendre qu'on soit au plus près de cette expérience et de rendre ça le plus immersif possible. Donc là, pour moi, c'est typiquement un exemple d'une chose que j'aurais pas pu faire de la même manière, ni en livre, ni en film. Et depuis que ces nouvelles écritures existent, moi, ça m'a tout de suite intéressé parce que j'ai j'ai fait un peu de BD, j'ai écrit des chansons, je fais des films depuis longtemps. Et là, il y a effectivement des nouvelles écritures à inventer qui sont des... on en parlait juste avant. Aujourd'hui, on part toujours, en fait, soit on part d'un auteur qui est, par exemple, littéraire, ou on part de quelqu'un qui fait des films, et on n'a pas encore vraiment, je pense, complètement trouvé les modes d'écriture spécifiques aux outils qui nous sont... et ce que propose la technologie. Mais je pense que c'est en train de venir. Et que, en tant qu'auteur, j'entends souvent des discussions sur... Il y a beaucoup d'auteurs en fait, littéraires qui flippent et des éditeurs parce que le livre numérique, le livre enrichi, ça va changer les choses. Moi, je ne pense pas du tout.
Je pense que le livre existera toujours, la littérature ne changera pas, de la même manière que la peinture n'a pas changé, enfin elle s'est un petit peu transformée, mais la peinture existe toujours, malgré l'arrivée de la photographie, et la photographie n'a pas été détrônée par le cinéma. Et je pense que c'est quelque chose des cousinages qui vont exister, mais qu'en aucun cas la littérature ne va être mise en péril par l'écriture. Mais qu'au contraire, on va pouvoir trouver des formes d'écriture complètement différentes, peut-être aussi plus proches de... Moi, ça m'a toujours fait penser à quelque chose de très urbain, en fait, l'écriture web. C'est-à-dire que quand vous circulez en ville, par exemple, aujourd'hui, vous êtes assailli par des images très diverses qui suscitent des mécanismes mentaux qui sont assez différents. Et moi, je trouve qu'avec le web, on peut se rapprocher de ça, en fait. On peut avoir, à certains moments, on est complètement dans quelque chose dans des mots. À d'autres moments, on est dans des images. On passe dans un petit peu de bande dessinée. On a un son qui est différent. Toutes ces choses-là sont permises par le web. Et pour moi, on se rapproche d'une pensée vraiment moderne, urbaine. Et c'est ça que je trouve très intéressant, en fait, de creuser dedans. Et aujourd'hui, on a la chance, en fait, parce qu'en France, on est même très soutenu pour tout ce qui est création. Il y a tout de même un foisonnement de possibilités entre Arte. Enfin, il y a des tas de choses qui sont en place. Et c'est vraiment génial que des auteurs, en fait, venus de modes d'expression très différentes, que ce soit la BD, l'image, en fait, se retrouvent là-dedans et inventent quelque chose de nouveau. Et à mon avis, je pense qu'il y a des auteurs que ça va faire triper, qui vont se retrouver à l'aise dedans, et puis d'autres auteurs, ma foi, qui resteront par exemple sur un mode plus littéraire. Et c'est deux choses qui sont, à mon avis, coexistantes, et pas ni antinomiques, ni ennemies, évidemment, quoi. Voilà un petit peu le témoignage que je peux apporter sur mon expérience d'auteur là-dedans. Merci. Maintenant, si Claire Leprousse veut bien, elle va présenter son travail Émission Braco, qui est donc une série télé diffusée par Canal+, augmentée d'un dispositif transmédia. Oui, bonjour. Moi, je viens juste de quitter CAPA, dans lequel j'ai produit Émission Braco il y a déjà 2 ans, donc c'est pas tout récent. J'ai pris cet exemple parce qu'il est il illustre assez bien, je trouve en tout cas, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui quand on travaille sur les nouveaux médias. C'est qu'on a encore une frontière entre des auteurs qui sont ceux du livre, ceux du film, etc. Et finalement, assez peu ont envie ou viennent vers une expérience duale. Alors même que des nouveaux auteurs, on en rencontre aujourd'hui de plus en plus, et particulièrement dans la plus jeune génération, de fait, mais commencent effectivement à gérer cette espèce de modernité urbaine qu'ils ont dans leur tête, puisqu'ils ont envie d'aller vers des écritures nouvelles qui peuvent très bien mixer cinéma et web, comme ça peut mixer BD et web, etc., comme on l'a montré là tout à l'heure. Voilà, alors Mission Braco, en l'occurrence, c'est un cas presque classique de ceux qu'on rencontre assez souvent encore aujourd'hui quand on est dans la production du visuel. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des auteurs de fiction. Là, en l'occurrence, sur Braco, c'est Abdel Raouf Dafri qui a écrit la 2e saison après Olivier Marchal. Et une fois qu'il était en train d'écrire en fait sa 2e saison, on s'est posé nous la question de ce qu'on pourrait faire autour de cette fiction-là qui donc avait déjà existé. Les personnages, je ne sais pas si vous avez vu la fiction, mais est assez noir. Et on s'est dit, ça serait bien de permettre aux internautes de finalement rejoindre la bande, puisque cette bande-là, c'est une bande de potes et symboliquement, s'il peut rentrer dans cette histoire-là et se confronter au personnage et devenir lui aussi son ami, ça serait assez marrant. Et donc de cette idée-là toute bête, on s'est dit finalement l'expérience qu'on a envie de proposer, un peu comme tu racontais sur l'expérience de la pesanteur, nous c'était comment on peut faire en sorte que autour d'une fiction on donne un cran de plus d'émotion au téléspectateur. Et ce cran de plus d'émotion, on lui a donné en lui permettant de s'inscrire. Un homme cagoulé 10 ans avant le début de la série, Kaplan, qui est le héros représenté par Anglade, a besoin de quelqu'un d'assez solide. Inscris-toi là, on check qui tu es et on te rappelle. Une fois qu'il avait laissé ses coordonnées, il recevait l'internaute un mail dans lequel directement Kaplan, dans sa peau de personnage de chef de bande, lui disait voilà, on a regardé qui tu étais, on pense que tu as le profil, on pense que tu vas avoir les reins assez solides, ok, on te choisit, tiens-toi prêt. Et ensuite, juste un jour avant la diffusion du premier épisode de la 2e saison, il reçoit là un SMS, et au bout de ce SMS, il y a une vidéo, et là il voit un des personnages
de la bande qui s'appelle Duvauchel, qui court et enfin Vacheski exactement dans sa peau de personnage, parce que c'est pas le comédien qui court, c'est bien le personnage. Et donc il le voit courir dans une forêt et lui dit putain on va me buter, vite, dis-moi où je dois aller, etc. Et là l'internaute, limite peu importe ce qu'il va faire, doit cliquer sur un truc à droite, à gauche. Et le lendemain arrive la diffusion et on retrouve exactement ce plan séquence au début de l'épisode où Vacheski donc, est en train de courir et va se faire abattre par les policiers. À partir de là, entre chaque épisode, donc entre chaque diffusion d'épisode, c'est-à-dire pendant la semaine, on laisse passer les diffusions chères à Canal+, exclusives, première, deuxième diff et le lendemain. Et à partir du troisième jour, l'internaute qui s'était inscrit continue à recevoir soit des SMS, soit des mails. De façon assez simple, il a directement les vidéos des personnages qui lui parlent, qui s'adressent à lui et qui lui disent là, il faut que tu ailles surveiller des caméras de surveillance pour que je puisse passer. Là, écoute, essaie de me décoder ce tatouage, j'en ai besoin pour faire tel truc, etc. Jusqu'au moment où, évidemment, là, on arrive presque à la fin de la saison. Le méchant Vogel, je ne sais pas si vous avez vu la série, mais le méchant Vogel est très très méchant, hack en fait la page Facebook de l'internaute, et là l'internaute commence à avoir un peu peur parce qu'il est effectivement des visuels qui montrent que tout est craqué, que tous ses amis vont être craqués par résonance, et au final Anglade, super-héros, réussit à tout arrêter et lui dit bon écoute maintenant mets-toi au frais. Entre temps il est arrivé un truc un peu dramatique puisque le fameux Vacheski s'est retrouvé enflammé dans une voiture et la fin de la deuxième saison se termine là-dessus. Et voilà. Et donc l'internaute pense que tout est terminé, mais arrive encore le jour de l'an où le 31 décembre, il reçoit encore un SMS du méchant Vogel qui évidemment lui souhaite une sale année. Voilà. Donc ça alors concrètement comment on a fait? On a travaillé totalement à partir des scénarios, comme on aurait pu travailler à partir d'un livre, à partir d'une histoire. Et à partir de l'histoire, on a imaginé ce que pourrait être, une fois qu'on avait la vision de ce qu'on avait envie de faire, ce plus d'émotion pour l'internaute, on a imaginé, en collant exactement à ce qui avait été écrit dans la série, et notamment en rebondissant sur des cliffhangers ou des choses qui n'étaient pas apparues ou des choses qui allaient apparaître, ce qui pouvait être réaliste comme proposition d'enquête à faire aux internautes. Et ensuite, pendant les lieux de tournage, on a tourné des petites séquences avec les comédiens, et ça fait une matière générale. On a travaillé là-dessus avec une société de jeux vidéo. Et donc on a travaillé sous forme de gameplay, c'est-à-dire qu'on a travaillé à partir d'un scénario puis d'un gameplay, ce gameplay étant basé essentiellement sur la base de quelques contenus et des interactions. Voilà. Ce que je peux vous raconter aussi, peut-être qu'on signifiera tous plus ou moins, c'est que il y a parfois des expériences sur les nouveaux médias qui ne s'arrêtent pas, comme on en a l'habitude. Je ne parle pas d'émotionnel, mais je parle d'action en l'occurrence, qui ne s'arrête pas comme c'est le cas quand on a lu un livre, on ferme le livre. Quand on a livré un film ou un téléfilm ou une émission à la télé, on donne une cassette, en l'occurrence un PAD, et puis en tant que producteur, on ne s'en préoccupe plus. Sur le web, on est en général obligé de continuer à suivre l'histoire. Et là, en l'occurrence, sur cette expérience-là, comme les internautes recevaient des mails de la part des personnages ou des SMS, sur les SMS, quand ils répondaient, on ne savait pas trop ce qui se passait parce qu'on n'était pas nous récepteurs, on ne pouvait pas répondre à ces SMS-là, donc on ne les voyait pas arriver. Par contre, les mails, on les recevait vraiment. Et donc, au bout de 2 jours, on s'est vraiment posé l'action parce qu'on ne s'était pas totalement affronté, enfin, on n'avait pas totalement anticipé ça. Et on s'est retrouvé à recevoir des milliers de mails de gens qui écrivaient vraiment à Kaplan, quoi. Et on s'est dit, on fait quoi? Donc on s'est mis à 2-3 à répondre, alors pas totalement à tout, mais presque à tout, tellement bien que les gens ont cru, ont fait la remarque en disant que probablement c'était pas des méchants robots qui étaient derrière, mais bien des vrais gens qui répondaient, que peut-être c'était en vrai lui, Anglade, etc. Voilà, tout ça pour dire que quand on lance des expériences aussi numériques, il faut suivre, quand ce sont des expériences qu'on appelle engageantes, il faut pouvoir être aussi en contact avec l'audience. Et ça prend des formes très diverses en fonction des projets. Voilà. Et je voulais juste citer une petite histoire de ce matin. J'ai une amie belge, pays de la BD, n'est-ce pas, qui en plus travaille dans l'édition, donc elle était chez moi pour cette raison. Et elle m'a montré 2 projets, dont un qui s'appelle Bleu de toi, qui est un livre numérique sur la jeunesse que je vous invite à regarder. C'est une application tout en dessin fait au crayon bic, où un papa en fait veut raconter à sa fille combien il aime. Donc c'est vraiment sur l'amour d'un père pour son enfant. Mais au-delà de ça, qui est juste beau, il disait une chose, et moi j'ai toujours pensé ça. Il dit finalement ce que j'ai envie de faire moi, c'est une pensée numérique au service de l'émotion. Voilà.
Merci. C'est vraiment intéressant de voir comment, je reviens sur Mission Braco, comment le numérique permet de faire que la fiction sorte du moment de la diffusion et se répande dans la vie quotidienne des internautes. On y reviendra aussi sur ces dispositifs transmédia. Je vais laisser la parole à Margot Missika, qui est productrice chez Upian, qui va présenter plusieurs projets, un web documentaire et d'autres projets web qui montrent comment on peut se servir de l'interactivité pour raconter une histoire ou pour... Bonjour. Oula. Donc je suis Margot, je suis productrice dans une société qui s'appelle Upian. Moi je vais naviguer directement. Je vais commencer par vous montrer un programme qu'on a sorti en 2012, maintenant, avec Arte. Et je vais commencer par vous laisser regarder le début du programme. Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Yo sabía desde el principio que las reglas eran matar, robar, extorsionar y otras cosas que se hacen dentro de la pandilla. Y cuando ya tenía el tiempo suficiente, me dieron la orden para matar a una chica. Llegué a la casa donde la tenían a esta chica y yo miraba cuando la estaban violando. No sabes cómo, pero tienes que matarla. La segunda vez que cometí un crimen fue cuando salí de la cárcel. Ya la segunda vez fue como para mí, como cualquier cosa, como robar. Nunca hubiera querido participar, pero dentro de la pandilla tú ya no eres libre. Tú no te mandas, te mandan todos. En la calle buscaba amor, comprensión, alguien que me diera afecto. Pero yo sabía desde un principio que mi primera regla era matar. Y yo quería ser parte de ellos, anhelaba estar con ellos. En todo momento siempre quería estar igual que ellos. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. En gros, c'est un web documentaire, c'est l'histoire d'une femme donc, qui s'appelle Alma, qui a 26 ans, qui a passé 5 ans dans un gang au Guatemala et qui témoigne. Et ça dure environ 40 minutes. Elle est face caméra, elle raconte sa vie du début à la fin. Et l'utilisateur est libre d'être soit sur son visage, soit sur un autre niveau qu'on appelle le niveau évocation, qui est composé de photographies, de vidéos prises au Guatemala, mais aussi de dessins d'un dessinateur qui s'appelle Hugues Micol, qui est un dessinateur de BD à l'origine, animé, et qui vient un peu à la manière de ce qui se passe quand on a une conversation avec quelqu'un qui nous raconte quelque chose d'assez fort. Il y a des moments où on est focalisé sur son visage et puis il y a des moments où on essaye de s'imaginer ce qu'elle est en train de nous raconter. Donc Alma, ça vient matérialiser ça. Donc il y a ça c'est le corps du programme. C'est vraiment son histoire intime sans aucune incursion extérieure. Et après, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent accéder à une partie plus documentaire, on va dire, en images, en photos et en texte, qui vient raconter le contexte de la vie de cette femme à travers des informations sur le contexte au Guatemala, la violence, les gangs au Guatemala et dans cette région-là, donc avec de la documentation plus journalistique, qui est vraiment image et texte. Donc ce programme-là, je ne vais peut-être pas laisser ça là-dessus, pardon, ce programme-là, il a été produit de manière assez classique, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui viennent nous voir. Les auteurs, c'est Mickaël de Weverplana et Isabelle Fougère. Ce n'est pas des auteurs, c'est une journaliste presse et un photographe qui a travaillé pendant 15 ans au Guatemala, qui a travaillé sur le génocide maya, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui arrive avec une histoire, avec ce personnage qui est Alma et qui a une histoire assez incroyable. Et on décide de partir avec eux en réfléchissant tous ensemble à ce que c'est que raconter cette histoire sur un support numérique. Donc ensuite, on va voir Arte, le CNC, un certain nombre de partenaires en France mais aussi à l'international. Et on raconte cette histoire sur différents supports parce qu'on a parlé
l'écriture numérique. L'écriture numérique, ça a plusieurs sens. Ça a aussi un sens d'un mot qu'on n'utilise pas beaucoup chez nous, mais qui est le transmédia. Et Alma est un bon exemple de ça parce que c'est à l'origine un web documentaire, mais ça a donné lieu aussi à une application. Donc c'est une application gratuite sur iPad et sur tablette Android, mais c'est aussi un film télé. Et on a été partenaire, même si c'est pas produit par nous, de 2 livres, un sur Alma et un qui s'appelle L'autre guerre, qui sont des livres de photos et de textes. Enfin, L'autre guerre est surtout un livre de photos et Alma est surtout un livre, une fiction de l'histoire d'Alma. Et également d'une exposition itinérante des photos de Miquel qui ont été utilisées pour le programme, qui est passé un peu dans toute la France et notamment grâce à la FNAC. Donc nous, on est Upian, on est une société de production d'un côté, donc de production d'œuvres interactives. On produit pour Internet, par Internet et avec Internet. Et historiquement, on est surtout un studio de web design. Donc on fait des sites médias, un certain nombre de sites médias, l'équipe, les Inrock, beaucoup de sites de Radio France, etc. Donc on est organisé un peu différemment, on va dire, d'une société de production classique. Et donc Alma, c'est un des projets qu'on a produit. On a aussi des activités d'accompagnement de programmes culturels comme des programmes antennes. On a fait Futur par Stark. Et je voulais parler brièvement, j'ai encore un peu de temps, je voulais parler brièvement de 2 autres projets pour essayer de donner une idée de l'étendue des choses qu'on peut faire. On a sorti à la rentrée dernière, donc en septembre dernier, un programme avec France Télévisions qui s'appelle Génération Quoi, qui est une grande enquête sociologique sur les 18-34 ans en France, et donc qui se présente sous la forme d'un questionnaire à l'ancienne, on va dire. C'est vraiment les valeurs d'origine du web, qui a été rédigé en collaboration avec 2 sociologues et qui a permis de récolter près de 22 millions de réponses auprès de 230 000 jeunes qui ont répondu au questionnaire. Il y avait environ 140 questions sur tous les sujets, la famille, les potes, le travail, la crise, le sexe. Enfin, vraiment, on a essayé de baliser un assez large sujet. Et ensuite, on a tourné des vidéos avec des jeunes qui répondaient au questionnaire et qui étaient synchronisés avec les résultats statistiques quantitatifs en temps réel et les résultats de l'internaute qui avait répondu, qui s'affichaient pour le positionner. Donc ça, c'est un autre type de programme qu'on a produit, qui est donc pas du tout fait de la même manière, parce que c'est plus un programme de producteur. Il n'y a pas un auteur qui arrive à l'origine, il y a beaucoup plus de textes que de vidéos. C'est vraiment basé sur le dialogue qui existe entre l'ordinateur et l'utilisateur. Et on est en train de développer un autre projet donc qui n'est pas encore en ligne, mais qui le sera autour d'avril-mai avec France Télévisions aussi, sur un Love Hotel. Il y a 2 sociétés de production, Bonne Pioche en France et Native Voice Film en Angleterre, qui produisent un documentaire sur un Love Hotel à Osaka. Et on a réfléchi avec eux à une manière d'avoir justement un programme qui allait accompagner la sortie du documentaire sur Internet. Et on a décidé de créer une expérience à 2, c'est-à-dire de recréer ce qui se passe dans un Love Hotel, mais en ligne. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer la page d'accueil si vous n'êtes pas 2 connectés. Celui qui invite envoie un code à l'autre. Une fois que vous êtes rentré avec votre partenaire à distance, vous choisissez une chambre. Il y a 3 chambres possibles. Et une fois le choix de la chambre fait, vous vivez avec votre partenaire une expérience de jeu de rôle qui est basée sur de la littérature et de la photo. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui s'affiche, tout est joué au son. Donc il y a du son binaural, je ne sais pas si ça vous parle, c'est du son spatialisé. Et chaque utilisateur a un texte qu'il lit, qui fait partie d'un rôle, et il donne la main. Il y a un ping-pong qui se passe comme ça entre les 2 utilisateurs, à partir de textes et de photos qui ont été faits par des photographes sur les textes, sachant que, pour vous donner un exemple, un des textes qui est pris par exemple est un texte de Musset, qui est un texte érotique, puisqu'évidemment on est dans une expérience érotique, pour faire jouer les 2 partenaires. Donc pour finir cette présentation, moi je voulais juste dire que nous à Upian, notre métier quand on est producteur, c'est de raconter des histoires. Et raconter des histoires, ça mérite d'avoir des gens qui ont des histoires à raconter, quels que soient un peu les endroits d'où ils viennent. Nous, on travaille beaucoup avec les process de l'audiovisuel, on va dire. Si on travaille avec Arte, on travaille avec le CNC. Mais finalement, on travaille assez peu avec des réalisateurs audiovisuels. Et on travaille avec des journalistes, des photographes, des auteurs venus de tous bords qui ont
comme le disait Vincent tout à l'heure, envie d'explorer des nouveaux moyens de raconter des histoires en adaptant la forme au fond. Voilà, c'est ça qui est important. C'est jamais l'histoire qui s'adapte à la forme. Merci beaucoup pour cette présentation et pour rappeler que l'histoire est vraiment une bonne histoire et le dénominateur commun aux nouvelles écritures et aux écritures traditionnelles. Guillaume Duchemin, donc directeur du département numérique de l'Institut français, va présenter le Lab Émergence qui s'intéresse justement qui est une initiative créée pour accompagner justement ce process de création d'œuvres de nouvelles écritures. Oui, alors juste avant de parler d'émergence, un peu comme tout le monde, je vais aussi faire un peu ma pub sur nos activités parce que évidemment, le Salon du Livre à Paris, c'est une occasion pour nous, Institut français, établissement public sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. On a une activité qui est évidemment quasiment exclusivement à l'étranger, donc par définition, on a assez peu d'écho et de place pour dire ce qu'on fait, pour raconter quels sont les projets et nos missions, et en particulier nos missions qui est une nouvelle mission. Alors du coup, j'en profite pour starifier aussi mes collègues de l'Institut, parce qu'en fait, on a une nouvelle équipe qui sommes nés il y a 3 ans avec l'Institut français. Maintenant, on a un département numérique qui est aujourd'hui composé de 8 personnes. On a développé énormément de plateformes, une quinzaine de plateformes et d'outils pendant ces 3 années. Qui sont des outils qui sont évidemment dédiés, soit évidemment des outils de communication pour accompagner nos postes culturels dans le monde, mais c'est aussi des plateformes de diffusion de contenu et de contenu plutôt évidemment francophones, qui sont des médiathèques virtuelles, des plateformes qui permettent de diffuser du cinéma. Et on a une organisation qui est finalement assez classique, avec un pôle qui permet justement de diffuser et de gérer, de diffuser les plateformes que l'on met à disposition du réseau culturel français dans le monde. On a une mission qui est éditoriale. Alors vous aurez reconnu évidemment l'ambiance journalistique de l'équipe, où on développe du contenu. On a évidemment aussi un point d'entrée sur les nouveaux projets qui sont liés à l'Institut français, les nouveaux projets numériques. Et puis enfin, cette nouvelle dimension qui est une dimension de prospective et de mise en place d'enjeux numériques. Alors on a une activité évidemment qui est à 360 degrés. On travaille sur toutes les disciplines, toutes celles qui font partie des missions de l'Institut français, que ce soit du cinéma, de la littérature, du débat d'idées. Du cinéma, etc., les arts visuels, du spectacle vivant. On aide toutes ces disciplines à exister sur des plateformes numériques. Alors les enjeux de la coopération, et c'est ça qui me semble être le plus important aujourd'hui. Pour commencer cette année, on a défini 5 postes pilotes, 5 pays pilotes finalement avec lesquels on va travailler sur différents projets de coopération numérique. Alors ces projets de coopération numérique, ils se traduisent de différentes manières. Soit ce sont des colloques, soit ce sont des organisations de débat, soit ce sont des forums que l'on peut organiser dans le monde. Alors c'est évidemment à chaque fois sur des sujets qui sont très liés à l'actualité du pays. Là, le premier projet que vous voyez signifié, c'est un projet qui va se passer à Pékin à l'automne, a priori au mois de novembre, sur un forum numérique où on va amener des startups françaises du milieu des industries culturelles à rencontrer leurs homologues en Chine. C'est parfois très difficile pour une PME, pour une startup de capter le marché chinois. Donc on va essayer comme ça d'emmener une délégation d'une 50aine de startups à Pékin pour rencontrer et pour faire un forum de 3 jours, vraiment sur les industries culturelles, sur l'industrie créative, évidemment sur les sujets du numérique. Ensuite, on a un autre projet plus proche qui va se passer en Allemagne, qui va être un projet a priori qui va se développer sur trois formats, sur 3 forums, sur 3 ans, sur 2 ans plutôt, et un premier sur justement les industries culturelles. Évidemment, avec l'Allemagne, c'est un sujet, on est extrêmement lié sur plein de sujets, y compris des sujets politiques, et en particulier ceux du livre, puisque ça fait écho à un forum qui a eu lieu l'année dernière sur notamment le prix du livre et finalement une pression que la France et l'Allemagne souhaitent avoir sur l'ensemble de l'Europe pour pouvoir en particulier garantir le prix du livre, un prix unique du livre, y compris sur les ventes numériques.
Un troisième projet aussi plutôt autour du débat d'idées et sur la philosophie en particulier, puisque on va accompagner les professeurs de philosophie au Maroc avec une plateforme. Alors là, du coup, on ne va pas se positionner comme, on va dire, organisateur de forums et de débats d'idées, mais on va se positionner plutôt comme finalement un prestataire qui vient fournir une plateforme à des profs de philo au Maroc et qui va leur permettre de travailler avec leurs élèves pendant plusieurs mois. Et qui, le rendu finalement de cette plateforme communautaire autour des sujets de philosophie sera une sorte de nuit de la philosophie qui aura lieu au Maroc, organisée par l'Institut français du Maroc. Donc voilà, donc là c'est une autre façon pour nous de nous positionner. Alors évidemment un autre projet, un quatrième projet qui est très important, c'est on ne pouvait pas couper à notre positionnement aux États-Unis, puisque comme certains disent, pour être dans la conversation numérique, il faut être présent aux États-Unis. Alors on accompagne notre poste culturel aux États-Unis, qui est basé à New York, mais qui aussi couvre l'ensemble du territoire sur différents projets. Le premier vient de se terminer, c'était South by Southwest, qui est donc la grand-messe des geeks, du cinéma et de la musique, où on a accompagné le poste culturel sur simplement une identification et une délégation française unie pour pouvoir émerger à South by Southwest, à Austin, puisqu'en fait c'est un événement qui est très important et c'est extrêmement difficile d'y aller chacun de son côté. Et enfin le dernier, puisqu'en fait c'est celui-là où justement je voulais en venir, qui est le sujet du Canada. Le Canada, alors c'est pas un hasard, le Canada, et d'ailleurs je pense que Margot, Gilles, qui produisent beaucoup de ces formats transmédia le diront, les Français et les Canadiens sont ceux qui produisent le plus ces fameux formats un peu hybrides, transmédia, etc. D'abord aussi, Vincent le rappelait, c'est parce que aussi en France et au Canada, il y a des organismes de soutien public et qui permettent justement d'avancer sur ces projets, et puis des entreprises publiques qui font leur job d'aller sur ces nouvelles écritures. Alors, plus précisément, ce sujet au Canada, c'est un projet qu'on a appelé Émergence, Camille l'a rappelé tout à l'heure, laboratoire des nouvelles écritures, qui va consister... Alors, il y a deux facettes. La première facette, c'est qu'on a déterminé ensemble des mentors, des experts, des sujets du transmédia. Alors évidemment, il y a Margot, puisque c'est un mentor français du transmédia, ou en tout cas Upian l'est, Arte aussi. On est évidemment aussi associé à France Télévisions. D'ailleurs, on aurait souhaité qu'il puisse être là aujourd'hui, mais c'était pas possible. Il y avait embouteillage d'événements aujourd'hui. Mais Boris Razon et Voyer Laquer de l'équipe des Nouvelles Écritures nous accompagnent sur ce projet. Et puis on a leurs homologues canadiens, bien entendu, c'est un programme franco-canadien avec une équipe de l'ONF, avec le Fonds des médias, avec toute une série d'acteurs canadiens sur ce projet-là. Donc tous ces mentors vont venir encadrer des participants, et ces participants ne sont pas des étudiants, c'est pas des étudiants des Gobelins qui sont en train d'apprendre ce nouveau métier, mais c'est bien des professionnels des industries culturelles, que ce soit des auteurs de BD, que ce soit des auteurs littéraires, que ce soit des cinéastes, de tous ces sujets-là, mais qui sont dans leur case, qui sont dans leur métier. Et on va essayer d'une certaine manière d'un peu de leur tordre le cou, enfermés pendant une semaine. Et j'ai oublié de parler d'un élément important de cette résidence, c'est que ça va se passer à l'ouest du Canada, perdu dans les montagnes, dans un centre qui s'appelle le Banff Center, qui est un lieu extraordinaire, puisque en fait c'est un lieu de résidence donc perdu dans la montagne, mais avec c'est pas qu'un lieu de résidence, c'est aussi un lieu de production, mais qui va de la production avec des bancs de montage, avec extrêmement élaborés, donc tout ce qui est de l'univers audiovisuel, mais aussi on y fabrique de la céramique, du fer forgé, il y a des fours pour faire tout ça, donc c'est un vrai lieu de création qui est assez extraordinaire. Évidemment, l'idée c'est d'être le plus loin possible pour être loin de tout contact avec, on va dire, une vie normale. Et donc d'enfermer ces participants avec ces mentors pendant une semaine, avec un principe simple, c'est qu'on va créer 2 équipes franco-canadiennes, les deux, pour avoir un rendu final au bout de la semaine, qui sera présenté à l'occasion du Banff World Media Festival, qui est un grand festival nord-américain sur les médias, pour pouvoir essayer de montrer ce qu'en une semaine, une équipe de professionnels du transmédia, de nouvelles écritures, avec des participants qui sont eux-mêmes des professionnels, chacun dans leur case, de réaliser un prototype. Alors on ne sait pas encore jusqu'où on va pouvoir aller dans la création du prototype, puisque on verra tout ça sur place. Mais l'idée, c'est effectivement d'aller le plus loin possible pour montrer que c'est effectivement une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de créer. D'ailleurs, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on aborde maintenant, c'est la manière
dont ce processus créatif se fait. Voilà. Alors moi je terminerai simplement juste par une phrase, puisque j'en ai parlé à Michel Lebris, qui est donc écrivain et organisateur et directeur du Festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo. Peut-être qu'il ne doit pas être très loin. Quand je lui parlais de ça, je lui disais justement sur le processus créatif, justement, je lui disais enfin tu seras plus seul, tu vas pouvoir travailler, parce que ce genre de projet-là, et je pense que ça serait intéressant d'avoir justement tout ce processus, eh bien ça se fait en collaboration, en amont. C'est pas des projets qui peuvent se faire une fois que une fois que la création est faite, on essaie au chausse-pied de le rendre transmédia. Non, ce sont des projets qui se définissent transmédia à l'origine. Et là, il m'a dit tout de suite, non, c'est pas possible, moi je suis écrivain et moi justement, il faut que je sois tout seul pour écrire dans mon coin. Donc c'est ce qu'on va faire à Barnes, c'est qu'on va essayer de leur tordre le cou pour essayer de leur montrer qu'il faut travailler directement avec des producteurs et pas venir avec son manuscrit à la fin comme on va voir son éditeur. Merci. Je suppose que parmi tous les auteurs présents au Salon du Livre, il y a des très bons candidats au Lab Émergence. Et c'est justement sur cette question du process de création au tout début que je voudrais commencer la discussion en demandant à Vincent Ravalec, puisque donc toi, tu viens de l'écriture et de la réalisation de films. Au moment où tu as eu envie de faire des œuvres numériques, est-ce que tu t'es senti confronté à des difficultés techniques? Alors comment tu t'es entouré? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu t'es entouré pour aller vers ce type de création? Alors bon, ça, pour rentrer un petit peu dans la cuisine, quand on n'est pas... alors Upian, c'est différent parce que je pense que c'est des geeks génétiquement. Moi, je ne suis pas du tout geek et c'est vrai que l'univers numérique était assez éloigné de moi. C'est comme des gens qui veulent faire du cinéma qui n'ont jamais fait de cinéma. Moi, j'avais déjà le truc du développeur, machin, moi, j'y comprends absolument rien. Et c'est vrai qu'au début, on se fait un peu balader parce que on n'est pas au courant vraiment des process et de fabrication et aussi des possibilités qu'offre l'outil numérique. Donc, après 2 expériences web, donc Addict et 0G, disons que si j'en fais un 3e, je pense que j'aurai plus plus d'accointance technique, ce qui est nécessaire quand on fait quelque chose avec le médium. Et c'est vrai que c'est des choses qui jouent forcément parce que dans la mentalisation, dans la conception de l'œuvre, mieux on maîtrise évidemment l'outil et plus on va avoir le bon réflexe sur la narration, la fluidité qu'il faut. Mais bon, en même temps, c'est très marrant à faire parce qu'on essuie un peu les plâtres en ce moment. Je pense qu'on essaye des choses, il y a des choses plus ou moins réussies, il y a des choses qui fonctionnent. En même temps, le public aujourd'hui n'a pas encore, je pense, complètement les réflexes. Je pense qu'il va falloir encore peut-être 2 générations de gens qui seront nés complètement avec Internet, qui auront cette facilité de passer d'une forme à l'autre. Ce qui n'est pas du tout évident, c'est pas aussi évident que ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une création qui est foisonnante. Le public n'est peut-être pas aussi, perceptif qu'on le souhaiterait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, on est vraiment en train d'inventer quelque chose, quoi. Margot, tu disais justement que chez Upian, vous travaillez avec des auteurs qui ne sont pas numériques, qui sont des photographes, des reporters. Comment vous les accompagnez pour qu'ils arrivent à scénariser, à penser leur œuvre pour une diffusion numérique? En fait, on travaille de façon assez différente de la prod classique. C'est-à-dire qu'on va dire que quand on fait un film télé ou cinéma, généralement, il y a un auteur-réalisateur qui, en France, est assez relativement tout-puissant. Et c'est pyramidal, c'est lui qui donne les ordres, il y a des gens qui travaillent sous sa direction. Il a une vision d'ensemble du projet, il prend la responsabilité artistique de la totalité de l'œuvre, et c'est linéaire, comme le film, c'est-à-dire on commence par écrire, puis ensuite on tourne, puis ensuite on monte, puis ensuite on étalonne, puis ensuite on diffuse. Et la production interactive, ça se passe pas du tout de la même manière, enfin en tout cas chez nous, parce que je pense effectivement ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'expérimentation, donc nous on essaye systématiquement d'adapter encore une fois la forme au fond. Donc il y a tout un travail, on va dire, à partir du moment où on a une bonne histoire, quelle que soit sa forme et qu'elle soit documentaire, fiction, une bonne idée, on va la développer à plusieurs mains. C'est-à-dire que nous, on est organisé à Upian comme une agence et pas comme une boîte de prod. Donc on a à peu près un tiers on est entre 18 et 20 permanents, ce qui est énorme pour une société de production, ce qui est normal puisque nous ne sommes pas organisés comme une société de production, et répartis entre directeurs artistiques, développeurs et producteurs ou chefs de projet. Et tout le monde travaille sur les différents projets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui font de la prod et des gens qui font des sites médias. C'est-à-dire que là où on apprend à faire des interfaces que des millions de gens utilisent chaque jour pour aller voir leurs news, on apprend à organiser l'information pour que des utilisateurs
puisse y avoir accès de façon claire, de façon organisée, de façon simple. Et ça fonctionne de la même manière sur la production. On va dire que le plus gros travail, nous, qu'on fait en accompagnant les auteurs la plupart du temps, c'est de simplifier. C'est-à-dire comment on arrive à ce que l'histoire a de plus pur. Et ça passe par le fait que chez nous, quand un auteur arrive avec une histoire, il se retrouve à discuter avec le directeur artistique, avec le producteur, avec le développeur, avec les monteurs, parce que les monteurs, ils ont aussi un travail qui n'est pas du tout le même, comme tous les techniciens, que ce soit les caméramans, les preneurs de son, etc., que sur un programme classique. Et nous, ce qui nous amuse dans la production, c'est d'être très présent dans l'artistique et dans l'éditorial, aussi bien que dans l'originalité que peut avoir un plan de financement d'un programme web ou des contrats, parce qu'aujourd'hui tout est à inventer. Donc on les encadre beaucoup et tout se passe de façon un peu arborescente. C'est-à-dire que de la même manière que la production linéaire est linéaire, la production interactive est un peu arborescente parce qu'on va réfléchir un peu tout avec tout le monde en même temps. Et du coup, il y a des auteurs ou quel que soit leur milieu d'origine, pour qui c'est très compliqué, qu'ils soient réalisateurs, auteurs de BD, de livres, de choses comme ça, effectivement, qui ont l'habitude de travailler tout seuls, de rendre leur truc et ensuite de ne pas être consultés. Nous, on essaye de s'entourer de gens qui ont envie de travailler en collaboration et qui... donc nous, on est effectivement peut-être un peu geek, moi sans doute même moins que les autres, mais on n'a absolument pas envie de trouver des gens qui sont très geeks. L'idée, c'est que les gens ramènent un savoir-faire qu'on n'a pas et que nous, on puisse leur apporter un savoir-faire qu'on a et qu'ils n'ont pas. On ne demande absolument pas justement aux auteurs de comprendre, et ça se fait vraiment dans le dialogue et j'ai envie de dire même parfois dans la friction et la confrontation des savoir-faire. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait le processus de création, il n'est jamais unique. Enfin, rien ne se passe d'ailleurs forcément en amont. C'est plutôt en fonction d'un stade de maturation d'une histoire. Est-ce que cette histoire-là va mériter à un moment donné qu'on imagine d'autres expériences autour? Moi, je rajouterais par rapport à... Moi, j'ai une expérience un petit peu différente par rapport à Margot et à Upiran. C'est que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase où on doit faire le lien entre des histoires des auteurs et la façon dont ces histoires peuvent promouvoir, peuvent se transformer en expérience pour les internautes, puisque finalement la différence qu'il y a entre le linéaire, le diffusé et ce qu'on fait, c'est juste qu'on donne une place à l'utilisateur qui est un petit peu différente et qu'on doit y penser, quoi. Et du coup, il y a des idées qui émergent, il y a des visions au départ qu'on a, et pourtant ces visions-là, on va dépendre d'idées extérieures, de technologies extérieures, de façons qui vont parfois être de l'ordre du domaine du jeu vidéo, parfois plutôt d'une expérience sur une tablette, parfois d'une histoire qui vient jouer de BD et d'audiovisuel et d'images et de sons, et parfois uniquement sonore, etc. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher ou de savoir essayer de mettre en contact en fait, des talents différents, en contact de celui qui tient l'histoire. Gilles, avec Arte, vous êtes tout à la fin de la chaîne puisque vous vous occupez de la diffusion, mais pourtant vous me disiez que vous travaillez étroitement avec les auteurs et qu'il y a des allers-retours qui se font depuis la création jusqu'à la diffusion et allers-retours. Oui, habituellement le diffuseur reçoit les programmes des producteurs et le diffuse tout simplement en choisissant la case de programmation. Sur le web, c'est un peu particulier puisque nous réfléchissons dès le départ, comme le disait Claire, à ce qui va se passer une fois que le programme est diffusé. Donc, quelle interaction ça va générer, comment le public va se l'approprier, si on demande au public de participer, comment il va participer. Et donc, dès le départ, le diffuseur est intégré finalement au processus de création, ou en tout cas d'imagination du résultat. Donc, finalement, ça se fait sous forme itérative, plus que... sous forme d'un envoi simple d'un programme. La création aussi est interactive entre l'auteur, le diffuseur, le producteur, et c'est ce qui le rend beaucoup plus complexe mais intéressant aussi puisque les possibilités sont assez larges et notre rôle est finalement intéressant puisqu'on prend part un peu plus que pour une production classique de télévision à la création d'un projet web à travers les différents allers-retours qu'on peut avoir. Avant de laisser la parole au public, j'ai une question pour vous quatre, qui concerne aussi le Lab Émergence. Je vous ai entendu parler d'une bonne histoire. C'est quoi une bonne histoire pour le web ou pour une diffusion numérique ?
C'est difficile à dire parce que c'est celle qui va arriver qu'on connaît pas encore, mais quand on prend Alma par exemple, l'histoire est forte, elle est poignante, elle est prenante, et quand on regarde Alma, on se pose pas la question de tout l'artifice technologique qu'il y a derrière. En fait, c'est l'histoire qui fait oublier tout ce qui s'est fait autour et qui capte l'attention du public et qui soit lui apprend quelque chose, lui fait vivre quelque chose, l'émeut pour quelque chose. Enfin voilà, c'est ça la bonne histoire pour moi. Alors, moi je ne saurais pas dire ce que c'est une bonne histoire ou ce que c'est une mauvaise histoire. En tout cas, dans la question, il y a un sujet qui est évident, et je pense que c'est ici justement au Salon du Livre on peut en parler, c'est qu'il faut une histoire. C'est que tout ça, c'est-à-dire que c'est pas la technique derrière et le processus de création comme l'a décrit Margot, ou comme effectivement ça a pu se faire sur Braco par exemple, c'est qu'à l'origine il y a une histoire. Voilà. Donc évidemment tout ça ne peut pas se faire sans une narration finalement. Alors après la question qui se pose aussi, c'est est-ce que à un moment donné, moi je pense que ça serait intéressant d'avoir aussi votre point de vue, c'est on dit souvent, voilà, il faut qu'il y ait quand même la possibilité de, finalement, même dans un web documentaire, de pouvoir visualiser la narration de A à Z d'une manière linéaire aussi. Donc est-ce que ça, j'allais dire presque, moi du coup, pardon Camille, je me permets de poser une question aussi à mes collègues là, mais est-ce qu'il faut être impérativement interactif tout le temps? Comment est-ce qu'on jauge jusqu'où on va dans l'interactivité pour pas dénaturer non plus l'histoire ou le propos, je sais pas. Alors, moi, je vais répondre à la première question. Y a juste très rapidement, une bonne histoire, c'est une histoire qui nous plaît. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Nous, c'est complètement subjectif, en tout cas à Upian, et je pense que c'est un peu le privilège du producteur, c'est de choisir les histoires qu'il a envie de produire. Pour répondre à ta question, nous, si tu veux, Alma, par exemple, on a appelé ça pendant très longtemps du slow web. Il n'y a pas d'interactivité. C'est un film linéaire. La seule chose, et tu ne cliques jamais. C'est-à-dire que tu as 2 films en parallèle. La meilleure expérience d'ailleurs d'Alma, elle est même sur la tablette plus que sur l'ordinateur. Tu as ton doigt, tu es face à quelqu'un et tu montes et tu descends quand, à un moment donné, son visage, ce qu'elle te raconte est tellement insupportable que tu ne peux plus regarder et que tu as besoin de t'aérer l'esprit, et que de la même manière que tu serais en face de quelqu'un dans un café, tu tournerais la tête. Donc il n'y a absolument pas de règle. Ça doit être très interactif, il doit y avoir du clic partout ou pas. À l'inverse, Génération Quoi qu'on a fait après, c'est vraiment ultra interactif, c'est délinéarisé comme l'était Gaza Sderot et 0G, qui est quasiment du jeu vidéo même, j'ai envie de dire. De la même manière, à un moment donné, nous, Prison Valley était quasiment un jeu vidéo documentaire. C'était même un pas avant ce qu'Arte a produit avec l'ONF, là, Fort McMoney. Donc on est vraiment comme, j'ai envie de dire, comme la télé dans les années 60. On invente des formats adaptés aux histoires qui sont variables en tout point, avec une infinité d'outils comme on n'en a jamais eu pour pouvoir les raconter. Voilà, donc effectivement, nous, par contre, l'obsession, c'est la simplicité. La place de l'utilisateur, la simplicité et le fait que la technologie et l'innovation ne se voient pas. Ouais, je crois aussi que si on insiste un peu sur les bonnes histoires, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est juste pour vous dire aussi que c'est pas la forme qui prend le pied sur le fond en fait. Et pourtant, parce que quand on entend interactivité, on se dit c'est de la techno, c'est du logiciel, on pousse les gens à interagir, etc. Et oui, il y a eu pas mal d'expérimentations comme ça. Et oui, on est allé un peu loin comme ça, et notamment sur les web documentaires, dans pas mal de domaines, etc. Et oui, on a appris, mais au final, si on insiste autant sur l'histoire, c'est juste pour signifier ça. Et que ensuite, l'expérience utilisateur doit servir l'histoire. Et donc l'expérience de cet utilisateur et pas le contraire, en fait. Merci. Il nous reste peut-être 1 minute pour 1 ou 2 questions du public. Si vous en avez, n'hésitez pas. Il y a peut-être des auteurs, des éditeurs. Ouais. Enfin, moi, j'aimerais juste poser une question sur plutôt la partie production, parce que dans tout le salon, point de vue édition, livre, application, il y a apparemment des problèmes financiers pour arriver à un équilibre. Donc c'est encore un marché tout à fait émergent. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que du côté quand même du web, de la télé, etc., ça reste un secteur quand même où il y a plus de moyens, même si je pense que c'est pas facile et qu'il faut peut-être faire d'autres productions à côté pour... Alors moi, je veux bien répondre sur l'argent.
Il y a plusieurs choses dans la question. La première, c'est nous, on fait du documentaire de création. Dans n'importe quel secteur, ça ne gagne pas d'argent. C'est un truc qu'on fait par passion. À mon avis, je connais très mal le secteur de l'édition, mais un peu de la même manière que le secteur de l'édition ou de la librairie, par exemple. D'un autre côté, c'est vrai que quand on a ce qu'on disait tout à l'heure, on est en France très privilégié parce qu'on a un système public qui soutient la création et l'innovation. Donc que ce soit à travers les chaînes de télévision publiques comme Arte ou France Télévisions, qui s'y est mis un peu plus tard, mais qui est très actif aussi sur le sujet, qui se sont mis très tôt à avoir envie d'aller explorer ces nouvelles formes de narration, mais aussi le CNC qui a une commission Nouveaux Médias depuis 2007. De la même manière qu'au Québec, comme on le disait, il y a des aides voilà, à ce genre de choses. Après, ça reste un secteur qui n'est pas... c'est pas la Silicon Valley, quoi. Il n'y a pas des milliers d'euros générés parce que c'est du... Non, mais je le dis parce que le problème du web documentaire qui n'est pas forcément évident, c'est que ça coûte plus cher que la télé. Voilà, c'est le prix d'un film plus le prix d'un site. Et c'est pas forcément évident parce qu'on a beaucoup dit Internet c'est low cost et ça coûte rien de produire sur Internet. Et nous, on a des budgets qui sont beaucoup plus importants, plus importants que des budgets de films télé. C'est du slow web cher en fait, c'est ça. Exactement. Et plus c'est slow, plus c'est cher. Ouais. Pour compléter, en fait, sur la partie web, on a toujours des budgets inférieurs à la partie télé. Ça, c'est évident. Je pense que la complexité, comme l'a dit Margot, de monter des financements, elle existe. Il n'y a pas encore de marché avec une rentabilité derrière. De notre côté, on essaie à la fois de jouer notre mission de promouvoir la création culturelle européenne. Donc ça, c'est notre vocation. Donc forcément, on a des budgets spécifiques pour cela. De travailler en lien étroit avec l'antenne aussi, avec la télévision, pour mutualiser des budgets, pour réfléchir à des projets qui soient web et télé, parce que ça nous permet, en produisant soit un programme de télé, de produire un projet web ou l'inverse. Donc c'est une façon pour nous de jouer sur ces synergies-là. Donc c'est un axe important, parce qu'on sait que les budgets n'augmenteront pas ces prochaines années. Et l'autre aspect, c'est d'essayer de réfléchir à des modèles économiques à partir de créations spécifiques. Alors je m'explique. Il y a quelques années, Arte a lancé Arte Live Web, qui était une façon de financer finalement des captations de festivals ou de concerts pour créer finalement une sorte de modèle économique pour que les organisateurs de concerts ou les producteurs puissent financer ces festivals et puis leur captation grâce à une diffusion sur le web suscitée par Arte. Plus récemment, ce que nous avons testé sur Professeur Cyclope, dont je parlais tout à l'heure, c'est un modèle gratuit payant. Essayer par l'apport d'Arte, de générer une sorte une innovation créative qui serait une BD numérique accessible par abonnement, de la rendre accessible gratuitement le premier mois sous forme quasi de subvention d'Arte pour rendre accessible le premier mois, et ensuite, par la promotion que cela génère, de générer des abonnements et puis ensuite d'essayer d'amorcer la pompe, ce qui est un peu notre rôle. Et dernier aspect, sur le jeu vidéo aussi, nous avons récemment lancé un jeu vidéo qui s'appelle Typewriter, qui est un jeu vidéo autour de la typographie, donc qui est complètement cohérent avec notre univers de création culturelle, mais un jeu vidéo accessible sur iPhone ou Android pour 2,69 €, qui est une façon pour nous, en finançant ce jeu vidéo, de donner une chance à la création culturelle, puisque le jeu vidéo fait partie de la création culturelle européenne et française face aux géants américains, puisque dans le jeu vidéo on est dans le même questionnement que sur le cinéma, avec des majors américaines qui envahissent les étals de Call of Duty ou de FIFA ou autre. Essayer de promouvoir aussi une création européenne de jeux vidéo en réfléchissant au fait d'amorcer un modèle économique autour de l'accès payant à certains jeux. Ouais. Et puis pour compléter ce qui a été dit, dans les aides, il y a les régions qui jouent un vrai rôle, et je pense notamment à une que je viens de découvrir un peu plus là récemment pour avoir discuté avec eux, c'est Pictanovo dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils ont financé en 3 ans pour l'équivalent d'1 300 000 € des projets qui sont de jeux vidéo, BD interactive, adaptation de livres numériques, programmes audiovisuels, etc.,
Et ce sont des aides au développement à la production ou à la production de pilotes, ce qui veut dire que les projets n'aboutissent pas forcément. Donc dans toutes les régions, région Aquitaine, ils commencent à s'y mettre. Enfin, il y a toutes les régions qui ont un enjeu aussi de création d'emplois dans le monde du numérique, qui étendent les fonds de dotation historique au cinéma, à l'audiovisuel, au numérique. Voilà, ça joue un rôle. Et en plus, un peu décentralisé, ce qui ne fait pas de mal à nous, les Parisiens. Le deuxième, c'est... moi, ce que j'ai constaté aussi, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est toujours aussi bien de répondre parfois à des demandes, en tout cas les demandes de ceux qui sont prêts à payer. En l'occurrence, dans notre monde audiovisuel, ce sont les chaînes de télé. Et les demandes, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont plus multiples sur les programmes qui existent déjà, comme un complément d'eux. Et ça, dans la logique de ce qu'on appelle, nous... un peu en général, même si le mot fait mal parce qu'il fait un peu marketing, les marques programmes. C'est-à-dire que quand une série commence à exister ou quand on sait qu'on va arriver sur une série patrimoniale type ce qui est en train de se passer autour de la guerre de 14-18, aussi bien sur France Télé qu'Arte, il y a justification à ce qu'il y ait un gros accompagnement sur le web et là il y a de l'argent. Voilà. Donc ça c'est quand même une attente de la part des diffuseurs aujourd'hui sur leurs grosses marques. D'avoir des compléments, peu importe la forme qu'ils prennent, encore une fois, c'est tout le discours de la création qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais voilà. Et enfin, il ne faut pas négliger non plus les marques, parce que nous, on est dans ce monde de la création, mais le monde de la création, il est aussi parfois financé par des entreprises. Alors les entreprises, elles peuvent prendre la forme de fondations, mais elles peuvent être aussi des entreprises, tout simplement. Et les expériences interactives qui sont déployées par certaines agences de pub, pour dire ça comme ça, existent. Et surtout, aujourd'hui, un certain nombre de marques vont aussi un peu plus vers les contenus et on pense que c'est quand même un terrain de jeu sur lequel il y a matière à s'exprimer. Voilà. Après, c'est jamais très facile de s'adresser aux marques, mais c'est quand même un champ de financement qui existe. Et je finirai juste sur un dernier truc. Nous, on s'intéresse beaucoup à la collaboration internationale aussi. Il y a des fonds dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, mais aussi ailleurs. Et il y a des publics dans le monde entier, qui est un peu l'intérêt d'Internet aussi, c'est de pouvoir s'adresser à des publics différents à travers le monde et du coup mutualiser des budgets. On n'a pas parlé du crowdfunding. Peut-être on va prendre une deuxième question. Alors moi j'ai en fait une question, mais plutôt deux questions. Alors la première, c'est quelles seraient vos recommandations pour inviter les auteurs, on va dire traditionnels sur de livres papier, à se mettre au numérique? Quels seraient vos conseils? Quelles sont les contraintes? Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'en fait c'était un mode de création qui doit être pris en charge dès la conception, dès le début du projet. C'est-à-dire qu'en fait la façon d'écrire sera complètement différente si c'est dédié au papier ou si c'est dédié à un support numérique. Donc aujourd'hui, les auteurs peuvent peut-être avoir des idées, mais quand ils sont tout seuls de leur côté, déjà, quelle démarche vous suggéreriez pour ces auteurs et quelles sont les contraintes pour eux d'écriture, quel accompagnement, puisque effectivement le projet numérique n'est pas un projet qui se mène seul. Et voilà, quels sont un petit peu vos conseils? Je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre, j'ai l'impression que c'est un peu la mission du labo de l'édition. Alors du coup, Camille, peut-être... Oui, c'est vrai. Donc le labo de l'édition, on est un lieu qui a justement été conçu pour accompagner à la fois les auteurs, les éditeurs de l'écrit, qui ont un savoir-faire traditionnel, entre guillemets, pour les accompagner dans la transition numérique. Et on propose des formations, justement. On propose aussi des sessions de mise en relation avec des agences web. À la fois, on essaie de mettre en relation les acteurs de l'écrit, du livre et les acteurs du web. Donc, n'hésitez pas à venir chez nous dans le quartier latin de rue Saint-Médard. Moi, si je devais donner un conseil pour des auteurs qui voudraient nous envoyer des choses, nous, on a une adresse projet@upian.com qui reçoit un certain nombre de mails chaque jour. C'est couché sur le papier, c'est-à-dire qu'un projet, il existe d'abord sur papier, sur papier ou sur un document Word, quelle que soit sa finalité, que ce soit un film, un livre, un projet web. Donc c'est quoi l'idée et qu'est-ce que c'est l'histoire à raconter sur papier, quelques pages, pas énormément, et voilà. Et ensuite de l'envoyer et de discuter avec des producteurs interactifs ou des développeurs ou des gens qui connaissent effectivement cet univers-là. Merci. On va... Petite question, c'était par rapport par exemple, je reprends l'exemple de Braco, où vous êtes allé donc dans un projet qui était parallèle en quelque sorte à la série.
comment vous avez exploité l'interaction avec le public et les gens qui vous ont contacté au travers du jeu? Enfin, quelle a été, au final, il y a eu cette interaction, comment vous l'avez utilisée, exploitée, et voilà. Enfin. D'un point de vue marketing, après? Non? Je sais pas. En fait, toute la relation, elle a été que référente à la série. C'est-à-dire qu'on était vraiment, on est resté dans l'expérience, comme si, je sais pas qui disait ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on était de la fiction au réel, puisqu'on arrivait vers les gens, mais toujours avec ces personnages-là. Donc on est vraiment resté dans cette bulle-là, sans en sortir. Donc on est resté autour de la fiction, totalement. Et donc c'est pour ça que toutes les interactions qu'on a eues avec eux, on les a faites au nom des personnages. Voilà. Comme si personne d'autre ne venait interférer là-dessus, et surtout pas le monde du réel. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu effectivement une base de données, puisqu'il y a eu 15 000 joueurs. Et cette base de données, on l'a juste utilisée pour envoyer un dernier SMS. Et depuis, elle dort chez Canal, qui doit s'en servir de temps en temps, j'imagine. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre façon d'avoir des contacts avec des relations avec l'audience, et via les réseaux sociaux, notamment les pages Facebook, en l'occurrence, qui étaient très actives. Voilà, et donc c'est une autre façon aussi de faire perdurer une relation. Mais on est resté, en fait, on respecte le jeu, quoi. On est dans un jeu de rôle. Je crois qu'on va devoir conclure ici. Je remercie vraiment les intervenants pour la qualité de leur intervention et d'avoir partagé leur expertise. Merci aussi au public. Merci.